La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 3 filles et vivait dans une somptueuse demeure. Mais un jour, cet homme perdit subitement toute sa fortune et dut s'installer avec sa famille dans une pauvre chaumière au milieu des bois. Ses 2 filles aînées ne cessaient de se plaindre d'avoir à raccommoder leurs robes et de ne plus pouvoir aller au bal. Mais la plus jeune, qu'on appelait la Belle, à cause de son joli visage, assorti à son doux caractère, était heureuse de son sort. Un jour, le père se mit en route pour la ville dans l'espoir d'y trouver du travail. Il demanda à ses filles ce qu'elles désiraient qu'il leur apporte s'il gagnait assez d'argent. « Une belle robe, dit l'aîné. « Un collier d'argent, dit la seconde. « Reviens sain et sauf, père, c'est tout ce que je souhaite, dit la Belle. « Mais Belle, dit le père, il y a bien quelque chose qui te ferait plaisir. Alors une rose rouge, car il n'en pousse pas ici. Mais je ne t'en voudrais pas si tu n'en trouves pas. » « Je ferai de mon mieux pour chacune de vous, déclara le père, et il enfourcha son cheval. Mais l'homme ne trouva point de travail à la ville et décida de rentrer chez lui. Comme il n'avait plus d'argent, il n'acheta que des friandises pour ses aînés, et il ne vit pas de roses, car c'était l'hiver. Sur le chemin du retour, son cheval se mit à boiter, et il dut mettre pied à terre. Puis, une tempête de neige se déchaîna, et le malheureux se perdit dans la forêt. Soudain, lui apparut dans la tourmente un grand mur, percé d'une grille au battant fermé. Au bout d'une allée, se dressait un énorme château. Toutes ses fenêtres étaient éclairées. « Ah, si je pouvais trouver refuge ici, soupira-t-il. » À peine avait-il dit ces mots que la grille s'entrebâilla. Il s'avança, poussé par le vent jusqu'au perron. La porte s'ouvrit en grinçant. Des chandeliers éclairaient une grande salle. Il y trouva un bon feu et la table mise avec les boissons et les plats les plus alléchants. L'homme regarda nerveusement autour de lui. Puis il s'approcha du feu pour se réchauffer. Enfin, ne voyant toujours venir personne, il se décida à s'attabler. « On ne m'en voudra pas de m'être installé, pensa-t-il. Lorsqu'il eut mangé et bu à satiété, il remarqua devant le feu un large divan. Une couverture de fourrure le recouvrait. Il hésita à nouveau, puis se coucha et s'endormit. Quand il s'éveilla, un petit déjeuner abondant l'attendait. Il y avait même une rose dans un merveilleux vase d'argent. « Une rose rouge !» s'écria-t-il. « Quelle chance! La Belle aura son cadeau !» Et il prit la rose dans le vase. Aussitôt, un rugissement terrible retentit. Le feu ronfla dans la grande cheminée et les flammes des bougies vacillèrent. Une horrible créature entra. Était-ce un homme ou un animal? Il était vêtu comme un homme, mais ses mains étaient des pattes griffues et poilues, et son visage hideux était couvert d'une sorte de crinière. « Tu oses me voler ma rose? Curieuse manière de me remercier !» gronda-t-il en montrant des crocs épouvantables. Le pauvre homme était à demi mort de peur. « Je vous en prie, pardonnez-moi, monseigneur, c'était pour ma fille, la Belle, mais je vais la remettre à sa place. »« Trop tard, gronda la Bête. Il te faut l'emporter maintenant. Mais tu devras m'envoyer ta fille en échange. »« Non !» s'écria le père. « Dans ce cas, je vais te dévorer sur le champ, rugit la Bête. »« Je préfère mourir que de sacrifier ma charmante fille, dit le pauvre homme. Si tu me l'envoies, je te promets que je ne toucherai pas à un seul de ses cheveux, dit la Bête. Je t'en donne ma parole. Le père, la mort dans l'âme, accepta le marché, et la Bête lui remit un anneau magique pour sa fille. La Belle n'aurait qu'à le faire tourner 3 fois autour de son doigt pour se retrouver au château de la Bête. Dehors, le cheval attendait. Il était sellé et ne boitait plus. Mais que le voyage de retour fut triste, et quel malheur de devoir raconter à ses filles ce qui était arrivé. « Je ne veux pas que vous mouriez, père, et d'ailleurs il vous a promis de ne pas me faire de mal, dit la Belle. J'ai reçu sa parole, mon enfant. Alors, donnez-moi l'anneau et ne m'oubliez pas, pria-t-elle en embrassant son père et ses sœurs. À l'instant même, elle se trouva transportée dans le château de la Bête. Le monstre n'était pas là pour la recevoir,
Mais les portes s'ouvraient d'elles-mêmes devant elle. Les chandeliers la devançaient dans les escaliers et les plats surgissaient de nulle part. La belle s'habitua peu à peu à sa nouvelle vie. Mais elle se sentait très seule et elle commença bientôt à espérer que la bête vienne lui parler, quel que soit son épouvantable aspect. Un jour, alors que la belle errait dans le parc, la bête sortit de derrière un arbre. La jeune fille ne put s'empêcher de pousser un cri. « N'aie pas peur, la belle !» murmura la bête en s'efforçant d'adoucir sa grosse voix. « Je viens seulement te souhaiter une bonne journée et te demander si tu es heureuse ici. »« Eh bien, dit la belle en reprenant son souffle, j'aimerais mieux être à la maison, mais je suis très bien soignée chez vous. »« Bon, dit la bête, accepterais-tu de faire un bout de chemin avec moi dans le parc ?» C'est ainsi qu'ils se promenèrent ensemble. De ce jour-là, la bête vint souvent converser avec la belle, mais jamais elle ne partagea son repas. Une nuit, la belle vit la bête parcourir furtivement la pelouse au clair de lune. Elle comprit que le monstre devait chasser pour se nourrir. Levant la tête, celui-ci vit la belle à sa fenêtre. Honteux, il cacha son visage derrière ses grosses pattes et gémit. La bête était vraiment horrible à voir, mais elle était si gentille que peu à peu, la belle en vint à désirer vraiment sa compagnie. Un soir, la bête demanda « Veux-tu m'épouser, la belle ?»« Je ne peux pas, s'empressa-t-elle de répondre, mais je serai toujours ton amie. » La bête renouvela souvent sa demande, mais à chaque fois, la belle refusait, aussi gentiment qu'elle pouvait. Un jour, la bête trouva la jeune fille en larmes dans le jardin. « La bête, je ne devrais pas pleurer, tu es si bonne pour moi. Mais l'hiver approche. Il y a bientôt 1 an que je suis ici, et mon père me manque tant. »« Tu peux rentrer chez toi pour 7 jours, si tu promets de revenir, » répondit la bête à la joie de la belle. Celle-ci lui donna sa parole et fit immédiatement tourner son anneau magique 3 fois autour de son doigt. Quelle joie dans la chaumière lorsque la belle apparut. La jeune fille raconta comment elle vivait chez son étrange hôte, et les 7 jours s'écoulèrent bien vite. Au bout de ce temps, son père la supplia de rester encore. « Peut-être la bête m'a-t-elle oubliée, pensa la belle. Je vais rester encore un peu. » Et une nouvelle semaine passa, tandis que le père se réjouissait de la présence de sa fille adorée. Mais un soir, alors que la belle se brossait les cheveux devant son miroir, l'image s'effaça soudain. À sa place, il y avait la bête, et elle gisait inanimée dans le parc. Oh !» s'écria la belle en pleurs. « Je ne veux pas que tu meures à cause de moi. » Elle fit tourner 3 fois son anneau magique et se retrouva dans le parc aux côtés de la bête. La belle s'agenouilla près d'elle. « Bête, oh bête !» gémissait-elle en soulevant l'énorme tête et en la serrant sur son cœur. « Je ne voulais pas te tuer. »« Tu as oublié ta promesse et le chagrin me fait mourir. Mais je meurs heureuse puisque je te revois. »« Non, tu ne mourras pas !» s'écria la belle. « Je t'aime malgré ta laideur. Je t'épouserai si tu le veux. » Les larmes empêchaient la belle de voir le visage de la bête. « Regarde-moi, la belle. » Et la belle découvrit qu'elle tenait entre les bras une tête aux magnifiques cheveux blonds. À la place de la bête, il y avait le plus beau des hommes. « Qui êtes-vous » s'écria-t-elle. « Je suis un prince. Une méchante fée m'avait changé en bête et condamnée à rester ainsi, jusqu'à ce qu'une jeune fille soit assez bonne pour consentir à m'épouser. Toi seule as préféré la bonté à la beauté. Tu vas devenir princesse et je te serai reconnaissant toute ma vie. » Le château se mit alors à briller de 1000 feux et une joyeuse musique retentit. Une foule de serviteurs apparurent, délivrés eux aussi du charme jeté par la méchante fée. Le mariage fut célébré aussitôt, et la belle et son prince vécurent longtemps et très heureux.
Le corbeau et le renard. Un corbeau, très noir et très gros, survolait un champ de blé doré lorsqu'il aperçut 3 pique-niqueurs assis à l'ombre d'un majestueux châtaignier. « Quelle chance !» se dit-il. « Ils vont sûrement laisser quelques restes. » Aussitôt, il alla se percher dans l'arbre et ne bougea plus. Bientôt, sa patience fut récompensée. En effet, les promeneurs s'en allèrent, en abandonnant derrière eux un beau morceau de fromage. « Comme j'ai bien fait d'attendre, que je suis intelligent !» pensa le corbeau, tout en se précipitant au pied de l'arbre. Puis, il ramassa son butin et revint se poser sur une branche pour le déguster. Alléché par la bonne odeur, un renard sortit alors du champ de blé et découvrit le corbeau avec son trésor. Or, le renard adorait le fromage et il était aussi très rusé. « Savez-vous, mon cher corbeau, que vous êtes vraiment un très bel oiseau ?» commença-t-il. « Vos plumes sont si brillantes, votre bec est si joliment courbé, vos yeux sont si parfaitement ronds. » Le corbeau était ravi de tant de flatteries et se tenait fièrement sur sa branche, la tête bien droite et la poitrine bombée. « Un oiseau de votre beauté doit sûrement avoir une voix merveilleuse, » reprit le renard. « Ah, si seulement je pouvais vous entendre chanter, je serais heureux pour le reste de la journée. » À ces mots, le corbeau ne se sentit plus de joie et, pour montrer sa belle voix, ouvrit un large bec et poussa un grave « Croix, croix !» Aussitôt, le fromage tomba et atterrit dans la gueule grande ouverte du renard. « Maintenant, vous savez ce qu'il en coûte d'être vaniteux, » dit ce dernier. « Cette leçon valait bien un fromage. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Pablo trouve un cheval. Jean et Marie d'Estée, les propriétaires du manège de la Pommeraye, viennent d'acheter un poney, Tambourin. Celui-ci voyage vers sa nouvelle maison dans un fourgon à chevaux. Mais au bout d'un moment, il s'énerve et se met à s'agiter. La conduite devient dangereuse et Jean doit s'arrêter au bord de la route. Comme il ouvre la porte pour calmer le poney, Tambourin bondit en avant et disparaît à leurs yeux. Marie voudrait le chercher, mais Jean lui dit « C'est inutile, il fait nuit, nous ne le retrouverons pas maintenant. Mieux vaut revenir demain. » D'abord, Tambourin n'a qu'une idée, s'éloigner le plus possible. Mais bientôt, il ralentit et commence à avoir peur. Il est fatigué, tout seul, et regrette son écurie bien tiède. Il se couche le long d'une haie et s'endort. Et il dort encore lorsque, le lendemain matin, Pablo passe par là pour se rendre à l'école. Pablo est un petit gitan. Il a des cheveux bruns bouclés et des yeux noirs, très brillants. Et justement, ce qu'il aime le plus au monde, ce sont les chevaux. Son père n'en a malheureusement plus, mais Pablo, en vrai gitan, les connaît d'instinct. « Oh là !» chuchote-t-il en caressant le poney. « N'aie pas peur !» Tambourin n'a pas peur du tout, mais comme il a froid. « Mon pauvre poney, dit Pablo. Tant pis pour l'école. Le mieux est que je t'emmène tout de suite chez grand-mère. » Tambourin le suit sans crainte jusqu'au campement des gitans. Au milieu d'un fouillis de vieilles voitures, une roulotte en bois peinte en couleur vive est installée. Pablo frappe et sa grand-mère ouvre. « Qu'est-ce que c'est que ce poney ?» demande-t-elle. « Je l'ai trouvé sur la route du village. Il a très froid et j'ai pensé que tu saurais le soigner. » La vieille rentre dans la roulotte et en ressort avec un flacon contenant une potion. « C'est une recette à moi, dit-elle en la versant dans la bouche du poney. Instantanément, Tambourin se sent réchauffé comme si on lui avait fait boire un liquide brûlant. Puis la gitane le fait se coucher sur des sacs et le couvre avec de vieilles couvertures. « Voilà, il va se remettre très vite, dit-elle. » Soudain, le père de Pablo apparaît. «
Que fait ce poney ici, crie-t-il. Ne sais-tu donc pas que c'est un crime de voler les chevaux? Mais je ne l'ai pas volé, je l'ai trouvé. Alors, il faut tout de suite l'emmener au commissariat. La police s'en occupera et recherchera son propriétaire. Peut-être que si personne ne le réclame, la police me permettra de le garder, suggère timidement Pablo. N'y compte pas, grogne son père. Il n'y a pas de place ici pour des chevaux. Et il part très en colère. Pablo, appelle sa grand-mère. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Elle ouvre un vieux coffre en bois sculpté et en sort un paquet. Pablo voit une belle bride de cuir rouge. Elle appartenait à ton arrière-grand-père, mon père, dit la vieille. Il possédait 40 chevaux et il a fabriqué cette bride pour son favori. Maintenant, elle est à toi. Prends-en grand soin. Pablo l'embrasse pour la remercier et sort en courant. Il s'approche du poney et lui passe la bride. Là, elle te va vraiment bien. Mais cet après-midi, tu ne seras plus avec moi, soupire-t-il. Tambourin, sentant qu'ils vont partir, se dresse sur ses jambes et Pablo grimpe sur son dos. Il s'élance au petit trot. Le poney est ravi d'aller se promener avec le petit gitan. Heureux, il s'élance à travers les prés. Pablo est léger comme une plume sur lui. Bientôt, il galope vers un petit mur de pierre qui se dresse sur la colline. Tambourin ralentit et se prépare à sauter. « Hop là !» crie Pablo pour l'encourager. Et Tambourin saute. Mais de l'autre côté du mur, il n'y a que la pente raide d'une carrière inondée. Tambourin est soudain paralysé par la peur. La terre se dérobe sous ses sabots. Pablo saute à temps, mais le poney tombe dans l'eau boueuse. L'eau doit être profonde, il va sûrement se noyer, pense Pablo angoissé. Mais Tambourin se débat et arrive à se hisser sur le bord du bassin. Pablo court jusqu'au bas de la carrière, afin d'attraper la bride de Tambourin pour le tirer. Hélas, la pente est trop raide. « Reste tranquille, tout se passera bien, ne bouge pas, on va venir nous aider, lui chuchote-t-il. Mais il se trompe. Aucune aide n'arrive, et pendant des heures, il reste là. Pablo hurle jusqu'à en perdre la voix, mais personne ne l'entend. Le jour commence à tomber quand, soudain, un chien aboie. Pablo l'aperçoit au-dessus d'eux et lui crie « Va chercher ton maître, va !» Le grand chien noir disparaît et revient presque aussitôt avec un homme. « Nous allons te sortir de là, mon petit, crie-t-il. Ne t'inquiète pas !» Une demi-heure plus tard, l'hélicoptère des gendarmes vrombit au-dessus de la carrière. Un sauveteur en descend, avec une corde spéciale qu'il attache autour de Tambourin. Puis l'hélicoptère s'élève en soulevant le poney qui se balance dangereusement avant d'être reposé sur la terre ferme en haut de la carrière. Pablo, sans attendre que l'hélicoptère revienne le chercher, a déjà escaladé la pente. Il est impatient de savoir si Tambourin est sain et sauf. On les emmène alors au commissariat où tout le monde les attend. Le père de Pablo, sa grand-mère et aussi Jean et Marie d'Estée, très inquiets pour le poney. « Il s'appelle Tambourin, dit Marie, et tu peux venir le voir quand tu voudras. » Désormais, Pablo travaille tous les samedis et tous les dimanches au manège de la Pommeraye. Beaucoup d'enfants montent Tambourin, mais il ne porte la bride gitane que lorsque son ami vient le voir. Madame la Neige. Flore vivait heureuse auprès de son père, sa belle-mère et Margot, la fille de celle-ci, dans une belle maison. Hélas, un triste jour, son père mourut. Et Flore cessa d'être une jeune fille gâtée. Sa marâtre n'était pas vraiment méchante envers elle, mais Flore devait tout faire dans le ménage. Tandis que Margot paraissait toute la journée, sa pauvre sœur cuisinait, lavait le linge, repassait et filait la laine. Un matin, qu'elle travaillait derrière son rouet, près du puits, sa belle-mère et Margot se contentaient, comme toujours, de l'observer sans rien faire. Énervée, Flore laissa tomber son fuseau dans le puits. Sa belle-mère se fâcha tout rouge. « Retire immédiatement ce fuseau de là !» dit-elle. Flore se pencha par-dessus la margelle en essayant de récupérer l'objet. Elle était sur le point de le saisir quand tout à coup, elle tomba dans l'eau. Affolée,
Flore crut se noyer et perdit connaissance. Lorsqu'elle rouvrit des yeux, elle s'aperçut qu'elle se trouvait dans un magnifique jardin, planté d'arbres fruitiers et tout plein de jolies fleurs multicolores. La jeune fille regarda autour d'elle avec étonnement. « Où suis-je donc ?» se demanda-t-elle. « Un si beau jardin doit bien appartenir à quelqu'un. » Et elle partit à la découverte. Soudain, elle entendit de petites voix qui criaient « Sors-nous d'ici, nous sommes cuits !» Les voix s'échappaient d'un grand four en pierre, dressé non loin de là. Ouvrant la porte du four, Flore y vit 2 rangées de miches dorées qu'elle retira aussitôt pour éviter qu'elles ne brûlent. Puis, elle les posa sur l'herbe afin de les laisser refroidir. Continuant sa promenade, elle passa ensuite devant un pommier. Des petites voix se firent entendre. « Nous sommes mûrs! Cueille-nous !» Flore fut très étonnée. Elle ne savait pas que les pommes pouvaient parler. Mais elle saisit le tronc de l'arbre et le secoua tant et si bien que tous les fruits rouges tombèrent sur le sol. Flore les recueillit et les rangea soigneusement, les uns à côté des autres. Poursuivant son chemin, elle découvrit enfin une maisonnette au bout d'un sentier. Elle s'approcha prudemment et frappa à la porte. Une vieille femme très laide, montrant d'énormes dents blanches, vint ouvrir et dit d'une voix enraillée « Bonjour petite, entre donc !» Flore obéit et considéra la vieille avec crainte. « N'aie pas peur de moi, » dit celle-ci. « Je voudrais seulement te prier de secouer mon matelas. Quand il en tombe des plumes, il neige sur la terre, car je suis Madame la Neige. » Flore accepta volontiers. Elle alla vers le lit, saisit le matelas, qui était rempli de petites plumes blanches, et se mit à le battre. Elle le secoua si fort que la neige se mit à descendre en flocons serrés et recouvrit le monde. « Tu as très bien fait cela, petite, » dit la vieille. « Ne veux-tu pas rester ici et habiter avec moi ?» Flore voulait bien. De toute façon, elle ne savait pas si elle retrouverait jamais sa propre maison. Flore n'était pas obligée de travailler, mais comme Madame la Neige était très âgée, elle l'aidait de son mieux. Tous les jours, elle nettoyait la maison, s'activait au jardin, cuisinait et, surtout, secouait le matelas de petites plumes blanches. La vieille se montrait toujours reconnaissante et très gentille envers elle, mais son propre foyer lui manquait. À la fin, elle le dit à Madame la Neige. « Je te comprends fort bien, petite, » répondit la vieille. « Il est d'ailleurs temps que tu rentres chez toi, mais d'abord je dois te rendre quelque chose. » Elle prit dans une armoire le fuseau que Flore avait laissé tomber dans le puits et le tendit à la jeune fille. Puis, allant vers la porte, elle l'ouvrit. Lorsque Flore franchit le seuil, elle s'aperçut qu'il pleuvait. Mais ce n'était pas des gouttes d'eau qui tombaient, c'était de l'or. Et celui-ci étincelait si fort que Flora dut fermer les yeux. Quand elle les rouvrit, elle vit qu'elle se trouvait chez elle, près du puits. Sa modeste robe était couverte d'or. Elle courut vers sa maison. Sa belle-mère et sa sœur furent contentes de la voir revenir. Mais Margot regardait d'un œil envieux la belle robe d'or. Flore parla alors de Madame la Neige et raconta ce qui était arrivé. « Moi aussi, je veux une telle robe, » dit Margot. « Donne-moi ce fuseau. Je le jetterai moi-même dans le puits et je sauterai comme toi. » « C'est une bonne idée, » dit la mère. Et Margot fit ainsi qu'elle l'avait dit. Comme Flore, elle se retrouva dans le splendide jardin planté d'arbres fruitiers et de fleurs aux 1000 couleurs. Quand elle arriva près du four, elle entendit les petites voix qui criaient « Sors-nous d'ici, nous sommes cuits !» Mais la paresseuse pensa « Je ne le ferai pas, car je ne veux pas me brûler les mains. » Et elle poursuivit son chemin. Puis, elle passa près du pommier.
Elle entendit les pommes qui criaient « Nous sommes mûrs, cueille-nous !» Mais Margot se dit en elle-même « Cueillir des pommes, c'est fatigant !» Et elle continua sa promenade. Enfin, elle arriva devant la maison de Madame la Neige. Elle frappa à la porte et la vieille ouvrit. Lorsque Margot fut entrée, Madame la Neige lui demanda de secouer son matelas. Margot comprit qu'il lui fallait accepter si elle voulait recevoir une robe en or. Elle alla vers le lit, prit le matelas emplimé et l'agita si mollement que 3 flocons seulement tombèrent sur la terre. « Ta sœur faisait beaucoup mieux, » dit Madame la Neige. « Mais peut-être sais-tu cuisiner ?»« Je ne sais pas du tout, et je n'en ai pas envie non plus, » répondit insolemment Margot. Et elle ne voulut pas davantage nettoyer la maison, ni travailler au jardin. La seule chose qu'elle voulait bien faire, c'était secouer légèrement le matelas, car cela ne la fatiguait pas trop. Quelques jours passèrent. Un matin, Margot refusa de se lever. « Mieux vaut que tu rentres chez toi, » lui dit alors Madame la Neige. D'un seul bond, Margot sauta hors du lit et s'habilla. Elle se disait, en effet, que le moment était venu de recevoir sa belle robe. Madame la Neige alla vers l'armoire et lui rendit le fuseau. Puis, elle lui ouvrit la porte. Margot sortit. Oh, joie! Il pleuvait! Mais ce n'étaient pas des gouttes d'eau qui tombaient sur elle, pas de l'or non plus, c'était du goudron noir et gluant. Margot serra fortement les paupières pour empêcher le goudron de pénétrer dans ses yeux. Quand elle les rouvrit, dès qu'elle sentit qu'il ne pleuvait plus, elle regarda autour d'elle et s'aperçut qu'elle était revenue chez elle, près du puits, et qu'elle était couverte de la tête aux pieds d'une épaisse et horrible croûte noirâtre. En sanglotant, elle s'élança vers la maison. En la voyant dans cet état, sa mère et Flore furent atterrées, et celle-ci courut tout de suite préparer un bon bain chaud pour sa sœur. Lorsque Margot fut bien frottée et nettoyée, et qu'elle se trouva assise près du feu dans une robe bien propre, elle se prit à réfléchir sérieusement. Elle comprit que Madame la Neige avait voulu lui donner une leçon, et qu'on ne reçoit jamais rien sans peine. Dès ce jour, elle travailla aussi dur que Flore, et les 2 sœurs décidèrent de porter la belle robe d'or, chacune à son tour. Le rossignol. Il était une fois un rossignol enfermé dans une superbe cage en cristal. Ce rossignol appartenait à un riche marchand persan qui aimait par-dessus tout l'écouter chanter. Parfois, le chant de l'oiseau se faisait triste, mais alors le marchand feignait de ne pas l'entendre. Il se disait « Pourquoi mon rossignol serait-il triste ? Il n'a rien envie à personne. Je suis convaincu qu'il est l'oiseau le plus heureux de la Perse. » Un jour, le marchand annonça au rossignol qu'il partait acheter de la soie et des parfums. Lors de tels voyages, il traversait toujours le bois où l'oiseau chanteur avait vécu. C'était un bois merveilleux, où des milliers de corolles croissaient parmi les arbres. Le marchand demanda au rossignol « Y a-t-il quelque chose que je puisse transmettre à tes frères et sœurs ?»« Dites-leur que je vais bien, répondit le rossignol, et demandez-leur s'ils n'ont pas un message pour moi. » Lorsque le marchand revint, il se rendit tout de suite auprès de la cage et dit « J'ai parlé à l'un de tes frères, mais au lieu de me répondre, il s'est laissé choir sur le sol où il est resté immobile. Je l'ai ramassé, et comme il ne bougeait plus, j'ai cru qu'il était mort. Aussi l'ai-je doucement déposé dans l'herbe, mais soudain il s'est envolé. Je l'ai de nouveau appelé, mais il ne m'a rien dit pour toi. Je crois bien que tes frères et sœurs t'ont oublié. » Le rossignol parut très malheureux. Il ne voulut plus ni manger ni boire. Le lendemain, le marchand le trouva qui gisait sans mouvement au fond de la cage. Alors il le prit dans sa main et caressa ses plumes en pleurant, car il croyait que son petit cœur avait cessé de battre. «
Plein de chagrin, le marchand sortit et coucha l'oiseau parmi les fleurs du jardin. Puis, à regret, il s'éloigna. Arrivé à la porte de sa maison, il se retourna encore une fois. À son grand étonnement, il vit le rossignol bouger. L'oiseau leva la tête et cligna les yeux. Puis, il ouvrit le bec et se mit à chanter. D'abord faiblement, puis de plus en plus fort. Battant des ailes, il lança alors au marchand « Adieu, j'ai compris le message de mon frère. Il a voulu me dire qu'un rossignol n'est pas à sa place dans une cage, mais qu'il lui faut vivre à l'air libre. » Et l'oiseau prit joyeusement son envol vers le bois où il était né. Réponse. Il y a très longtemps, et dans un pays très lointain, un homme et sa femme vivaient dans une petite maison, blottée au pied d'un vieux mur très très haut. Ce mur cachait un grand jardin, plein de vieux arbres, de fleurs magnifiques et de toutes sortes de plantes au pouvoir magique. Car ce jardin appartenait à une terrible sorcière. Personne n'avait jamais osé y pénétrer de peur de recevoir un mauvais sort. L'homme et la femme désiraient un enfant de tout leur cœur et l'espéraient depuis des années. Un beau jour, la femme attendit enfin un bébé. Hélas, après quelque temps, elle tomba malade et perdit tout appétit. Son mari avait beau lui préparer les meilleurs plats, elle n'y touchait pas. « Dis-moi ce que je puis faire pour toi, » suppliait l'homme. « Il y a sûrement un remède à ta maladie. »« Apporte-moi un brin de réponse, cette salade qui pousse dans le jardin de la sorcière, » murmura-t-elle, « et je suis sûre que je recouvrerai aussitôt la santé. » Le mari avait grand peur de la vieille, mais il était prêt à tout pour sauver sa femme. « La sorcière ne me fera point de mal, » se dit-il pour se rassurer. Il attendit la nuit pour escalader le mur. Le cœur battant, il vérifia que personne ne le voyait, s'approcha d'un plan de réponse, en arracha une touffe et rentra chez lui en courant. Dès que sa femme en eut mangé, elle se sentit beaucoup mieux, mais le lendemain, elle retomba malade. « Oh, je t'en prie, pleura-t-elle, va me chercher encore un peu de réponse, sinon je vais mourir. » À la nuit noire, le mari escalada de nouveau le mur. Mais, juste au moment où il cueillait quelques feuilles de réponse, la sorcière apparut. « Voleur !» hurla-t-elle. « Malheur à toi qui ose entrer dans mon jardin pour dérober mes plantes !»« Oh, je vous en prie, supplia l'homme. Ma femme est très malade. Elle va mourir si je ne lui apporte pas un peu de réponse. »« Très bien, garde cette salade, » grinça la sorcière, « mais à une condition. En échange de la réponse, tu devras me donner ton enfant dès qu'il sera né. » Terrorisé, l'homme accepta le marché et s'empressa de retourner auprès de sa femme. Quelques mois plus tard, celle-ci mit au monde une petite fille. Le jour même de la naissance, la sorcière leur apparut et réclama l'enfant. Les pauvres parents eurent beau pleurer, supplier, la sorcière ne les écouta pas et s'empara du bébé. « Je l'appellerai Réponse !» ricana-t-elle. Réponse grandit et devint une très belle jeune fille. Elle avait de longs, très longs cheveux d'or qu'elle tressa en une natte magnifique. Lorsque Réponse eut 16 ans, la sorcière l'enferma dans une haute tour au cœur d'une sombre et sinistre forêt. La tour n'avait ni escalier ni porte. La seule ouverture était la fenêtre de la chambre où était enfermée Réponse. La jeune fille était isolée du reste du monde. La seule personne qu'elle voyait était la sorcière qui lui apportait chaque jour à manger. Celle-ci venait au pied de la tour et criait « Réponse ! Réponse !
fais descendre tes cheveux. Alors Réponse déroulait sa longue natte et la vieille y grimpait comme s'il s'était agi d'une corde. Un jour, un prince qui s'était égaré dans la forêt passa tout près de la tour. Réponse chantait pour oublier sa solitude et le prince l'entendit. Il arrêta son cheval pour écouter cette voix si pure et si douce. Puis, il chercha l'entrée de la tour, mais ne la trouvant pas, il s'en alla. Le lendemain, et tous les jours suivants, il revint au pied de la tour. Charmé par ce chant, il était bien décidé à découvrir à qui appartenait la voix. Un matin, alors qu'il était là, comme de coutume, la sorcière arriva. Le prince eut juste le temps de se cacher derrière un arbre. La vieille femme cria « Réponse, Réponse, fais descendre tes cheveux. » Réponse déroula sa longue natte, et la sorcière grimpa jusqu'à sa chambre. Le soir même, le prince revint et appela à son tour « Réponse, Réponse, fais descendre tes cheveux. » Il y eut comme un bruissement de soie, et la longue natte dorée se déroula jusqu'à lui. Le prince grimpa rapidement, enjamba la petite fenêtre et se retrouva dans la chambre. C'était la première fois que Réponse voyait un homme. Aussi eut-elle très peur. Elle s'écarta de lui. « Qui êtes-vous » ?« N'aie pas peur, » dit gentiment le prince, qui s'était mis à l'aimer dès qu'il l'avait vue. « Je voulais seulement savoir qui chantait si bien. » Et il lui raconta comment chaque jour il avait écouté son chant. Bientôt, Réponse n'eut plus peur du tout. « Quitte cette horrible prison et épouse-moi, » proposa le prince. Réponse réfléchit un moment. Puis, elle eut une idée. « Chaque fois que tu viendras, apporte-moi un écheveau de soie. Je la tresserai et j'en ferai une corde. Lorsqu'elle sera terminée, nous pourrons descendre tous les deux et nous enfuir. » Le prince venait le soir et la sorcière dans la journée. Aussi celle-ci ne se doutait-elle de rien. Cependant, la jeune fille était si amoureuse que le prince occupait toutes ses pensées. Un jour, au moment où la sorcière entrait, Réponse dit « Pourquoi donc êtes-vous tellement plus lourde que mon prince ?»« Peste de fille !» hurla la vieille, qui comprit aussitôt. « Tu m'as trompé !» Elle saisit une énorme paire de ciseaux et empoigna la longue natte dorée. Les ciseaux étincelèrent et la natte tomba. « Maintenant, fille indigne, nous allons voir comment tu te débrouilleras sans moi !» gronda la sorcière. Et elle emmena Réponse dans une vallée déserte où elle l'abandonna. À la nuit tombante, la sorcière revint dans la tour et attendit le prince. Au bout d'un instant, il appela. « Réponse, Réponse, fais descendre tes cheveux. » Aussitôt, elle attacha la longue natte de la jeune fille à une lourde chaise près de la fenêtre et jeta cette corde dorée au prince. Celui-ci grimpa rapidement, mais quand il arriva en haut, c'est la sorcière qui l'accueillit en ricanant méchamment. « Elle est partie, il n'y a plus de jeune fille ici !» lui dit-elle, et elle le fit basculer du haut de la tour. Le prince tomba dans les ronces, dont les épines lui blessèrent les yeux et le rendirent aveugle. S'appuyant sur un bâton, il s'éloigna péniblement dans la forêt. Désespéré, il erra pendant des mois à la recherche de Réponse. Mais comment la retrouver? Un jour enfin, comme il pénétrait dans une vallée déserte, il lui sembla entendre chanter. « Je reconnais ce chant !» s'écria-t-il soudain. « C'est celui de ma Réponse !» Et, se guidant au son de la voix, il arriva enfin auprès de sa bien-aimée. Il était maigre, vêtu de haillons. Mais Réponse le reconnut aussitôt. Elle le serra dans ses bras et pleura de joie. Or,
Ces larmes brûlantes tombèrent sur les yeux du prince qui, en un instant, recouvra miraculeusement la vue. Le prince emmena Réponse dans son royaume, où ils se marièrent. La nouvelle de leurs noces se répandit dans tout le pays. Lorsque les parents de Réponse entendirent parler de la princesse aux cheveux d'or, ils surent que leur fille avait trouvé le bonheur et coururent la rejoindre. Ainsi, tous vécurent enfin très heureux.